Bienvenue dans Biophilia Résonance, votre école des savoirs naturels en ligne Afrique-Europe. Dans notre série de podcasts liés à la communication, nous avons l'immense joie et l'immense honneur d'accueillir Diane Gallio. Bonjour à tous. Merci Diane de nous permettre de recevoir votre témoignage. Vous êtes journaliste depuis plus de 45 ans. Vous êtes arrivée à Radio France Internationale dans les années 90 pour travailler sur RFI Afrique. Vous avez été chef de bureau de l'Afrique de l'Ouest, basé à Dakar, et vous êtes ensuite repartie sur Paris comme rédactrice en chef dans les années 2000. Puis à nouveau sur le terrain, chef de bureau de Moyen-Orient, basé à Beyrouth. Mais depuis 5 ans, vous avez quitté le métier et travaillé en communication animale. Alors forcément, entre la France, l'Afrique, le Sénégal en particulier et le Liban, qui sont quand même 3 zones géographiques qui sont directement liées à Biophilia et à l'École des savoirs naturels de Biophilia, sans parler de mes propres origines, de franco-libano-sénégalaise, et en plus de votre passion pour la communication animale. Alors aujourd'hui, c'est un grand luxe de vous avoir. Quel lien peut-on vraiment faire entre la journaliste grand reporter que vous avez été, grand reporter de guerre en plus, et la communication animale? Des passions, 2 passions en fait. Je crois que ma passion pour les animaux, la nature, l'environnement remonte à ma plus tendre enfance. C'est ce que mes parents m'ont raconté en tout cas. J'étais très attirée par les animaux, je n'avais absolument pas peur. Et puis dès que j'ai su écrire, et j'ai su écrire très tôt, j'ai fait une lettre au Père Noël pour demander un petit chien. Et ça ne s'est jamais arrêté. Et mes parents me racontaient qu'ils avaient toujours... maman aimait beaucoup... Enfin, tous les deux aimaient les animaux, mais ils étaient assez étonnés de voir que dès qu'il y avait un animal quelque part, non seulement je fonçais vers cet animal, souvent les chiens se méfient des enfants, et moi pas du tout. Donc ils étaient un petit peu étonnés, donc il y avait quelque chose. Et d'ailleurs, ensuite quand j'ai grandi, je voulais être vétérinaire, je ne parlais que d'animaux, j'adorais les chevaux. Maman m'a fait monter à cheval parce qu'on n'avait rien à voir avec les chevaux, mais elle s'est dit qu'il y avait quelque chose en moi qui était appelé par les animaux, la nature. Mon frère était passionné de nature aussi, donc on partageait tout ça. Et puis ensuite, je suis partie à la fac après mon bac et j'avais envie d'être autonome. Mon papa avait fait faillite, il avait des gros soucis d'argent, donc je voulais gagner de l'argent. Et j'ai trouvé un job tout de suite, j'allais dire sous les pieds d'un cheval, même si ça n'avait rien à voir. J'avais 16 ans et on m'a embauchée dans une petite rédaction locale. J'ai adoré ça tout de suite et j'ai été passionnée. À l'époque, je disais, j'ai attrapé le virus du journalisme. Je ne ferai que ça. Et bien sûr, comme je ne serai plus vétérinaire, eh bien, je parlerai des animaux, de la nature, parce que c'était ce que je voulais faire. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Finalement, j'ai fait de la géopolitique, j'ai fait Sciences Po. Mais dès que les sujets de journalisme, ma passion journalistique, s'est jamais arrêtée, me permettait d'aller sur les terrains environnement, animaux, etc. J'y consacrais beaucoup de temps. Je travaillais nuit et jour pour essayer de dénoncer les trafics d'animaux sauvages. À l'époque, il y en avait énormément. J'étais contre les animaux en cage, j'étais contre les cirques, chose qui aujourd'hui paraît banale parce qu'il y a des grandes campagnes. Mais moi, à l'époque, je prêchais dans le désert. Et je n'étais pas la seule, bien sûr, quand même. Vous prêchez dans le désert et moi, je prêche pour ma paroisse. J'ai l'impression quand même qu'il y a un lien qui est l'écologie au cœur de ces 2 passions. Comment vous conjuguez ces 2 passions aujourd'hui, Diane? L'écologie n'existait pas. Ce mot-là n'existait pas. J'ai couvert pour Sciences Po, donc j'étais étudiante. Mon mémoire de sciences politiques, c'était l'écologie dans la campagne. Ça venait d'arriver, la campagne en France, parce que le reste du monde, ça n'existait pas non plus. Donc il y avait les premiers vers qui me paraissaient ineptes, moi, mais bon, parce que c'était déjà des partis politiques et les vrais problèmes écologiques de l'environnement, de la protection de la terre, de comment soigner. Moi, j'étais autour du soin à la terre, du soin aux animaux et du soin aux populations qui ont besoin. Bon, je suis quand même dans une région rurale et je voyais bien qu'il y avait des pesticides partout. Mais là aussi, personne ne le dénonçait ça. On était dans la politique agricole commune, il fallait toujours plus de rendement, toujours plus de lait. C'était l'après-guerre. Enfin, moi, je suis née bien évidemment après la guerre, mais il fallait nourrir les populations et donc faire de l'agriculture intensive qui, moi, me faisait peur déjà. J'avais peur pour les oiseaux, j'avais peur pour les abeilles. C'est marrant parce que personne ne m'avait dit que les pesticides étaient mauvais pour les abeilles. Je le savais intuitivement. Et puis en Afrique, tout de suite, dès que je suis arrivée Enfin, mon premier point de chute était au Maroc, mais mon deuxième point de chute, c'était le Sénégal. Et tout de suite, j'ai rencontré Ali Haïdar, parce qu'il faisait de la plongée sous-marine et que je faisais de la plongée sous-marine.
Et tout de suite, il m'a dit qu'il avait fait une campagne contre la pêche à l'explosif. Je l'ai aidé à faire ses films. Enfin bon. Et on a milité tous les deux. Et il avait créé plusieurs associations et l'Océanium, bien sûr. Vous pouvez toujours compter sur moi. On faisait de la communication et je l'aidais à se brancher sur des télés, sur d'autres médias pour continuer à prêcher pour l'arrêt des pêches intensives, pour les préservations biologiques et surtout pour l'arrêt de la pêche à l'explosif à l'époque. Donc on comprend bien le lien entre votre passion pour le journalisme et le monde de la vie du vivant, hein, de l'animal, du végétal. On comprend bien également votre militantisme. J'ai envie de dire que je vois également un autre lien qui est la communication. Alors oui, forcément, c'est-à-dire que j'ai certes quitté le journalisme parce que, atteinte par l'âge, je suis à la retraite, mais en fait, j'ai pas arrêté. Quand on est guidé par ces deux passions, quand on est passionné d'une manière générale, la retraite, ça n'a pas beaucoup de sens. Vu du Sénégal, ça n'a pas de sens du tout, bien sûr, et vu de Beyrouth non plus, enfin au Liban. Mais nous, dans notre Europe très formatée, accompagnée, où nous avons la sécurité sociale, la retraite, etc., finalement, j'ai trouvé dans cet arrêt du travail et de carrière professionnelle classique, un espèce de nouveau souffle. Je ne dis pas que je travaille autant, mais pratiquement oui. Et je milite, je communique, j'aide les gens à communiquer, j'aide des gens à lever des fonds. Je le fais dans mon micro-espace rural de Normandie, mais je le fais aussi quand je retourne à Beyrouth, je le fais quand je reviens au Sénégal. J'essaie d'aider, de comprendre, de continuer à décrypter, toujours avec ce regard interrogateur, parce qu'il n'y a pas de leçon toute faite dans quoi que ce soit. En revanche, il faut vraiment continuer de dénoncer l'usage des pesticides, l'usage des OGM, les coupes massives de bois, les pêches massives. J'ai vu des choses épouvantables sous l'eau ici au large du Sénégal, quand ces espèces d'énormes chalutiers nord-coréens, sud-coréens, chinois vont avec chaluter dans l'eau très profonde et rejettent les 3/4 de ce qu'ils pêchent dans l'eau, parce qu'ils veulent que des poissons nobles. C'est carrément scandaleux et on n'a aucun moyen de lutter contre ça. Alors, nous avons également peut-être quelque chose d'autre qui nous vient à l'esprit lorsqu'on vous entend, Diane, vous êtes très très connue pour avoir été journaliste de guerre également. Donc dans cette communication, il y a la communication animale, il y a la communication en tant que journaliste. Et évidemment, en dénonçant ces choses qui portent atteinte à la vie, finalement, il y a aussi la notion de guerre et de paix. Absolument, et ça aussi, c'est la même chose que ce que je vous disais au tout début, c'est que je suis née avec, parce que tout simplement, je suis née à Omaha Beach, sur la plage du débarquement où les Américains sont venus. Chez nous, c'était les Américains, mais sur les plages d'à côté, c'était les Anglais, les Canadiens. Il y avait des Polonais, il y avait des Amérindiens, Enfin, il y a eu cette espèce de grand élan et d'immense armada qui a débarqué sur mes 8 kilomètres de plage. Bon, j'étais pas encore née, mais naturellement, toute cette mémoire, cette guerre de libération a accompagné toute mon enfance. Et ensuite, la première fois que je me suis retrouvée sur un terrain de conflit, le tout premier conflit, il y en avait un au Sahara occidental, mais il était occulté, donc on n'avait pas le droit d'y aller. Donc déjà, habitant au Maroc, j'étais révoltée par ça, par ce silence, et mais j'étais trop jeune pour pouvoir aider à le briser. En revanche, quand je suis arrivée au Sénégal, j'ai appris qu'il y avait une rébellion dans le sud, en Casamance, qui redémarrait après 3-4 années d'accalmie. Je ne savais pas comment aborder cette question, parce que c'est pareil, c'était l'omerta, il fallait cacher, ne pas dire. Y compris des officiels occidentaux m'ont plus ou moins dit qu'il fallait surtout pas en parler. Bien évidemment, quand vous dites ça à un journaliste, vous prenez ça en boomerang immédiatement, parce que je n'ai eu de cesse que d'y aller, de rencontrer les rebelles. Ça m'a pris plusieurs mois, j'ai été beaucoup aidée pour ça. Et à l'époque, on avait un chef d'État au Sénégal qui respectait totalement la liberté de la presse, même s'il était furieux de mon travail. Au début, il m'a dit qu'il était très content de m'accueillir. Et puis ensuite, quand on s'est recroisés, il m'a dit « Vous m'avez empoisonné la vie en faisant ces interviews et en racontant ce qui se passait dans le Sud. » Et depuis, je l'ai recroisé en tant que patron de la francophonie à plusieurs reprises. Et à chaque fois, il quittait le parterre de journalistes qui l'attendaient pour venir me saluer en disant « Ah Diane, mais vous m'en avez fait tellement baver, mais en même temps, vous aviez tellement raison. Il fallait en parler, il fallait faire la paix. » Et on avait fini à l'époque, grâce à l'aide notamment de l'ambassadeur de France de l'époque, par obtenir un accord de paix. Ensuite, il y a eu les élections. Le président Ouad a continué, a essayé de continuer dans cette optique, et je vois qu'aujourd'hui, je reviens au Sénégal et ça n'est toujours pas fini, hélas. Mais je pense que c'est aussi dû au non-respect
de la liberté des populations et de l'autonomie des populations sur place. Alors, on ne s'éloigne pas du tout du sujet. Je sais que je fais un grand détour, mais je vais continuer autour de ces sujets de guerre, Diane, parce que vous avez également travaillé au Liban, qui est un pays dont on sait que la guerre ne cesse de s'y trouver. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au Liban avant de passer plus concrètement au lien entre tous ces espaces de vie, de communication que vous avez eus et le monde animal? J'ai toujours rêvé d'aller au Liban depuis que j'avais 15-20 ans, parce que c'était la guerre, mais je voulais pas. Je m'étais toujours dit, ce pays est magnifique, ravagé par cette guerre, qui est une guerre imbécile, parce que instrumentalisée de l'extérieur. Quand j'étais à Sciences Po, j'ai beaucoup travaillé sur le Proche-Orient. J'étais donc géopoliticienne, économiste internationale, et je trouvais ça aberrant que ce pays miraculeux, puisqu'il n'y a pas de ressources, c'est tout petit, c'est grand comme un département français, ce pays à chaque fois est au centre de l'histoire. Parce que la fameuse guerre du Liban des années 70-80, il y en avait eu plein avant. Il y avait eu l'invasion des Ottomans. Ce pays est un pays qui est le réceptacle de l'histoire de l'humanité. Une sorte de condensé. Ça me fascinait et je m'étais dit, dès qu'il y a la paix, j'y vais. Et effectivement, j'ai réussi à y retourner au nom de Radio France Internationale comme chef du bureau du Moyen-Orient. Et paf, à peine ai-je été nommée, qu'on a été rattrapé par la guerre. En 2006, les Israéliens viennent bombarder le sud de Beyrouth, bombardent tous les axes, bombardent tout. Et moi, je viens d'être nommée, il faut que j'aille trouver un appartement, une liaison Internet, etc. pour travailler. Donc, je suis arrivée juste après le départ des Israéliens, mais le pays était complètement ravagé de nouveau. Et puis, tout de suite, il y a eu une reprise des attentats, il y a eu une reprise des combats. Je me suis retrouvée pour la première fois à aller faire des reportages avec un gilet pare-balles parce qu'en Casamance, je pouvais circuler partout, personne ne me voulait de mal, même si c'était un terrain de conflit. Alors que là-bas, il y avait toujours des balles perdues, donc il fallait vraiment avoir un gilet de pare-balles et casque. Donc ça m'a fait très drôle parce que finalement, j'étais rattrapée par cette histoire de correspondant de guerre. Donc voilà, j'ai travaillé sur ce conflit, la reprise des attentats. J'y suis restée 4 ans. Et depuis, le pays est de nouveau en paix, mais au prix d'une faillite économique épouvantable. Donc, il y a un taux de suicide énorme. Je suis très triste pour le Liban, qui est un pays, qui est mon autre pays de cœur. En fait, je suis en triptyque entre la Normandie, le Sénégal et le Liban. Et voilà, c'est très triste ce qui se passe là-bas. Et donc, j'y retourne là le mois prochain pour continuer à essayer de voir... parce que les animaux sont par ailleurs les plus maltraités quand il y a des crises économiques ou des conflits comme ça. Alors justement, Diane, comment est-ce qu'on fait pour passer de cette forme de communication à la communication animale qui est beaucoup plus subtile, qui est beaucoup plus silencieuse, qui se passe parfois de verbes? Comment est-ce qu'on apprend à communiquer avec les animaux? Comment est-ce qu'on l'enseigne? Je l'ai toujours su, donc, que j'avais, disons, une affinité avec les animaux. Et puis, quand j'ai pu avoir le temps, maintenant qu'on parle de communication animale, maintenant aussi qu'on a découvert l'éthologie dans l'équitation, j'ai complètement changé mon comportement avec les animaux pour potasser tout ça. Heureusement, maintenant, on peut l'enseigner facilement. Il y a tous les tutoriels qu'il faut sur Internet. Et comme moi, je savais déjà le faire intuitivement, j'ai juste approfondi et surtout, j'y ai consacré beaucoup de temps. Alors, par exemple, à Beyrouth, ça a été ma première expérience incroyable. J'ai une famille d'adoption là-bas et une petite fille qui avait adopté 2 chats que je connaissais puisque j'avais vu les bébés chats et sa maman ne savait pas du tout comment gérer les chats. Donc j'avais appris à la petite Louise à gérer ses chats toute seule et à être responsable de ses chats. Et puis il y a eu cette fameuse explosion chimique, le blast comme on dit, cette horrible chose qui est arrivée en plein été. Et j'ai tout de suite appelé mes amis, comme tout le monde, on était affolés. On savait qu'il y avait beaucoup de morts. Donc finalement... Une fois que j'ai été rassurée par rapport aux gens que je connaissais, mon ami m'a appelée en disant « Louise, ne se remet pas parce que l'appartement a été complètement dévasté et les chats ont disparu. » Et donc, je me suis mise en communication animale. C'est la première fois que j'ai essayé de trouver des animaux par la pensée. Et je les ai trouvés. J'étais partie sur la plage. J'ai marché avec mon chien et j'ai essayé de visualiser ces chats que je connaissais. C'est plus facile quand on connaît l'animal. Elle m'avait renvoyé des photos. Et je les ai vus en hauteur. Il faut savoir que toute la région du port, tous les immeubles, toutes les rues étaient jonchées de vitres, de sang. C'était une vision apocalyptique, comme si Beyrouth avait été de nouveau bombardée. Et moi, j'ai vu ces chats qui étaient sous un toit, les 2.
Donc j'ai dit à Louise, il faut que tu retournes dans ton appartement dévasté, il faut que tu y ailles tous les jours, il faut que tu remettes de la nourriture dans la cuisine, t'occupes pas des débris de verre, etc. Les chats vont faire attention, ils savent, mais ils vont finir par redescendre. Et effectivement, il y en a une première, Dodge, la première est descendue 4 jours plus tard, et puis Chaussette est descendue 2 jours plus tard. Et voilà, les chats étaient sauvés. Ils étaient sauvés, mais heureusement, les chats ne s'étaient pas enfuis par en bas, mais ils avaient fui dans le toit de la maison, qui n'était pas détruit. Vous avez un discours qui est absolument fascinant et en même temps, je me mets à la place de ceux qui sont peut-être moins convaincus par les forces de la nature comme faisant partie de notre propre sauvetage dans notre humanité. Vous parlez de paysages de guerre et de recherche de chats perdus. On pourrait être choqué par le décalage puisque vous mettez au même niveau finalement l'être animal et l'être humain. J'abonde évidemment naturellement dans ce sens, mais peut-être... vous qui influencez tant par la pensée, aidez-nous justement à faire passer ce genre de message. L'animal est partie intégrante de notre belle terre, avant nous. L'animal, les arbres, les plantes, les insectes, j'adore les insectes. Tout ce monde existe par-delà de nous, au-delà de nous. Nous, on est en quelque sorte, en tout cas moi je considère que nous sommes des invités, qu'on se comporte très très mal, je dis nous, l'humanité, et que nous avons tellement à apprendre et à recevoir. Les animaux nous donnent sans arrêt, nous apaisent, nous calment, nous soignent, les plantes nous soignent, la terre nous soigne, la terre nous guérit. J'ai expérimenté ensuite à plusieurs reprises avec mes chevaux guérisseurs, comment on peut guérir une personne qui fait une dépression, qui vient de perdre son boulot. Si on sait recevoir la communication de l'animal, l'apaisement de l'animal, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, il ne faut pas prendre de Prozac et tous ces antidépresseurs, il faut juste venir embrasser les chevaux et les arbres chez moi, ça suffit pour soigner. Vous apportez donc un élément supplémentaire au-delà de la communication qui réunit tous vos mondes, qui réunit le monde animal au monde journalistique, on va dire. Il y a donc un deuxième aspect qu'on aimerait beaucoup aborder ici, qui est très très cher à Biophilia, notamment dans le cadre de l'école des savoirs naturels, c'est effectivement le soin. Donc oui, vous faites de l'équithérapie. Peut-être expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'équithérapie. Les chevaux, moi je suis née avec, grâce à ma maman, parce qu'en fait il n'y en avait pas chez moi. Et dès que j'ai pu monter à cheval, me promener avec les chevaux, tout de suite, c'est la même chose. Mon maître d'équitation a tout de suite dit que moi, il se passait quelque chose de particulier. Toute petite, je sais pas, j'avais 12-13 ans, j'accompagnais les adultes en promenade parce que moi, les chevaux m'obéissaient tout le temps. Je n'avais jamais peur, j'étais toujours bien avec eux. Donc, c'était une espèce de don. Personne ne savait exactement encore pourquoi et comment. Moi non plus, d'ailleurs. J'ai mis pas mal d'années à pouvoir m'offrir un cheval, moi, parce que je travaillais trop, que j'avais pas beaucoup d'argent. Journaliste de service public, ça gagne pas d'argent, donc d'ailleurs c'était pas ma priorité. Bref, je finis par m'acheter un cheval et dans l'endroit où j'ai acheté ce cheval, il y avait les après-midi des enfants autistes qui venaient pour se soigner. Donc j'ai trouvé ça prodigieux et j'ai découvert ce que le cheval peut faire. C'était des chevaux de compétition, des très grands chevaux, hyper puissants, hyper musclés. Et dès qu'on mettait un enfant sur leur dos, accru, c'est-à-dire sans selle, sans rien, l'enfant immédiatement souriait, se couchait sur le cheval et le cheval ne bougeait plus. On les faisait marcher au pas, ça fait ce qu'on appelle le patterning, c'est-à-dire ça, l'enfant comprend les mouvements du cheval et du coup, tous ses muscles se détendent et vous verriez le sourire de ravissement de ces enfants autistes sur le dos d'un cheval, ça m'a subjuguée. Et donc, j'ai continué, dès que j'ai pu, avec tous mes chevaux, à mettre des enfants sur le dos, surtout les enfants qui avaient peur, les enfants qui criaient, les enfants, comment on appelle ça, qui vont trop vite, qui sont... Les hyperactifs. Les hyperactifs. Alors, un enfant hyperactif sur un cheval, il devient tout de suite immédiatement calme. Et le cheval le calme. Parce que le cheval sent... Alors, ça marche mieux avec les enfants qu'avec les adultes, parce que les enfants n'ont pas de filtre. Un adulte qui a peur, ça aussi j'en ai soigné, et qui commence par pas vouloir toucher le cheval. Moi, je m'occupe du cheval et je lui explique, je lui fais ressentir que c'est à lui de calmer l'humain. Et le cheval a cette espèce de capacité sensorielle inouïe, tous les animaux, mais celle du cheval est plus proche de la nôtre, donc on peut arriver à la canaliser. Il accepte d'être le canal, le cheval, une fois qu'on sait être avec lui. Et du coup,
n'importe quelle personne, quelqu'un qui a eu un deuil, quelqu'un qui a fait une dépression, quelqu'un qui vient de perdre son boulot, quelqu'un qui a peur de toutes les phobies. J'ai rencontré là récemment quelqu'un qui avait peur des araignées. Je me suis dit, tiens, je vais mettre une araignée sur un cheval. Peut-être que ça va la calmer. Je suis sûre qu'on peut soigner. Le cheval, lui, il s'en fout de l'araignée. Donc, on peut désamorcer beaucoup de craintes, beaucoup de peurs. On a ça de façon ancestrale, nous les humains, parce qu'on s'est mal comportés. Et en fait, il faut que les animaux nous apprennent, nous enseignent comment mieux vivre avec eux, mieux vivre avec la nature, et ils sont capables de le faire. Et je découvre encore des immensités de savoir à explorer, et j'en suis absolument enchantée. Merci Diane. J'ai encore une question essentielle pour nous dans le message que vous nous laissez. Peut-être pour les auditeurs qui ne nous connaissent pas, j'aimerais bien que vous nous parliez de votre lien avec Biophilia que je porte. Oui, alors quand j'ai rencontré Biophilia, ça a été un coup de foudre, parce que je me suis dit, tiens, dans Biophilia, il réunit tout ce sur quoi je commence à travailler, parce que j'étais encore à RFI. Et j'avais déjà cette ambition en quittant le journalisme, puisque je m'apprêtais à le faire, j'avais cette ambition de me lancer en communication animale, communication avec la nature, combat pour sauver les abeilles, combat contre les OGM, combat contre les déforestations massives, les pêches massives, etc., etc. Donc, je suis rentrée dans tout un tas d'associations que je soutiens, que j'accompagne, etc. Et ma route a croisé Biophilia. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a ramenée au Sénégal, puisque je ne revenais plus au Sénégal. Donc, une fois que j'ai connu Biophilia, j'ai voulu venir voir ce qui se passait ici. Et ça a été un vrai coup de foudre. Donc, on a commencé à travailler ensemble. Je suis actrice au sein de Biophilia sur la communication, sur tout ce que je peux faire, en fait, au gré de mes voyages et de mes pérégrinations. On a essayé de créer un Biophilia au Liban. On a été rattrapé par la crise, mais ça se fera. C'est en train de se faire. On a en tout cas le réseau là-bas. Je suis une femme de réseau, c'est-à-dire que par le biais de mon métier, mes voyages dans le monde entier, mes passions ont fait que je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, et qu'à chaque fois que je peux partager mon enthousiasme, je sais que j'entraîne les gens derrière moi. Donc, c'est ce qui est en train de se faire avec Biophilia, même si le Covid nous a un petit peu ralenti. Mais bon, c'est derrière nous maintenant. J'invite tout le monde à aller voir le site, découvrir le magazine. On se défonce tous, bénévolement bien sûr, pour que le message de Biophilia, qui est exactement le message que je portais depuis mon enfance, se propage au maximum et fasse ce que l'effet colibri que Pierre Rabhi nous a enseigné. Merci Diane, on a vraiment, vraiment besoin de voix aussi importantes et aussi fortes que la vôtre pour porter ce message qui est un message universel, qui n'appartient pas à un égrégore particulier ou à une entité particulière. On peut s'appeler Biophilia, on peut s'appeler également autrement. L'essentiel, c'est ce qui se véhicule de l'intérieur. Alors justement, comment on fait pour vous contacter, Diane ? Eh bien, par mon mail, tout simplement. Je réponds toujours à mes mails, à peu près dans les 24 heures au maximum. Donc, c'est Diane, DIANE, .Galliot, GALIOT, @hotmail.fr. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Merci Diane Gaillot, merci beaucoup.